La chronique politique du Grand Journal avec le vendredi Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Rebonjour Steve, nous étions ensemble dans un endroit qu'on ne peut pas dire, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup de nous rejoindre, en tout cas en direct. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, on s'intéresse avec vous au dernier sondage IFOP fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio. Une étude riche d'enseignements à moins de 10 jours du premier tour des législatives. Et avant d'entrer dans les détails avec vous, un panorama général. 3 blocs se font face et c'est toujours le Rassemblement national qui mène la danse pour le moment. Oui, et on peut d'ailleurs préciser, si vous voulez, alors là, ce sont des intentions de vote, naturellement. Nous ne prenons pas les aruspices sondagiers pour la vérité d'évangile, si vous me passez cette expression, cher Steve. Mais quand même, ce qui se dégage, ce sont 3 blocs. Alors vous avez raison, les 3 blocs ne sont pas d'égale importance, en tout cas sur le plan numérique, dans les projections d'intention de vote. On le sait, on le disait d'ailleurs à l'instant off, avant d'entrer à l'antenne, il y aura une participation sans doute très élevée. On va y revenir. Et ce qui se dégage, effectivement, c'est dans le cadre de ce premier tour des législatives, des intentions de vote qui sont les suivantes. Le bloc Rassemblement national, ce qu'on appelle l'extrême droite, 34. Le bloc de la gauche unie, qu'on appelle le nouveau Front populaire. Le mot tombera probablement en désuétude, pense François Hollande d'ailleurs, juste après l'échéance. Mais en tout cas, ils sont unis et donc c'est 29, c'est pas négligeable. Et le bloc Renaissance majorité présidentielle est à 22. Donc 34, 29, 22. Voilà, le bloc Renaissance majorité présidentielle est à 22, ce qui n'est pas non plus négligeable. On va le commenter si vous voulez. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'il y a 2 scénarios. Parce qu'on ne peut pas évidemment préempter par avance les votes du premier tour et encore moins les configurations locales dans les 577 circonscriptions France métropolitaine et Outre-mer que compte aujourd'hui législative que compte aujourd'hui la France. Qu'est-ce que ça veut dire 577 rapporté à 68,8 millions d'habitants sur l'ensemble du territoire français, donc DOM et territoire d'outre-mer compris? Ça veut dire en gros 120 000 habitants en moyenne par circonscription. Ça se vérifie d'ailleurs dans Paris, vous avez les circos font à peu près 120 000. Donc effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ces chiffres-là veulent dire que le départage, et là je ne dis rien d'original, à l'heure qu'il est, le départage entre les 3 blocs n'assure pas comme une certitude absolue au Rassemblement national une majorité absolue à l'issue du second tour. C'est ça que ça veut dire. Avec au minimum 289 sièges. Voilà. Et ça n'est pas sûr. Et donc effectivement, quelle est la conséquence? C'est les vases communicants, la politique. S'il n'y a pas de certitude pour celui qui menait en tête au moment des européennes, eh bien ça veut dire que les 2 autres camps, la gauche unie et la majorité présidentielle avec le conglomérat de LR qui ont fait des accords, qui ont fait des deals avec eux, Horizon, etc., ont encore de l'espérance au cœur. Voyez, non pas d'être forcément premier, non pas d'avoir forcément la majorité absolue, mais de contenir ce qu'on appelle la poussée extrémiste du RN. Et derrière Gabriel Attal qui mène la campagne pour la majorité présidentielle. Alors un Gabriel Attal, il est typiquement dans une position d'espérance. Résumons leur état d'esprit. On leur a dit, je crois, mais on va le redire. Ils ont pris comme un coup sur la tête l'annonce de la dissolution. Et pas seulement le chef du gouvernement. Plein de parlementaires qui gravitaient autour de lui en se disant « Bon, c'est bon, on en a pour 3 ans, on va voir comment ça se configure, mais on arrivera à s'en sortir. » Vous dites ce qu'il a appris dimanche avant 20h. Voilà, oui, par exemple, lui aussi, d'après ce qu'il dit, maintenant, vous savez, vérifions toujours, mais d'après ce que dit le camp Attal, le camp Macron leur a donné l'information au dernier moment, et Gabriel Attal a essayé de jouer le rôle de fusible, mais il n'a pas emporté le morceau sur le plan de la conviction, et Yael Braun-Pivet non plus. Donc ils ont pris ça comme un coup vraiment sur la tête. Mais aujourd'hui, au vu des chiffres, dans le camp Attal même, on se dit, bon, si le président de la République ne se montre pas trop pendant les jours de campagne qui restent, nous avons l'espoir de, entre guillemets, sauver les meubles. Pour autant, et là on va pas dire on va dire la vérité aussi à nos auditrices, nos auditeurs, ce qui nous revient des circonscriptions où il y a des députés macronistes qui étaient en position de force en 2022, c'est aussi leur fébrilité et leur inquiétude. La peur, au fond, que, évidemment, de peu, mais que ça ne passe pas, et de se faire doubler par un LR, etc., ou par un socialiste, etc., etc. Vous voyez, donc il y a quand même une situation dans beaucoup de territoires, dans beaucoup de circonscriptions, dans le maillage des 577, où l'inquiétude prédomine. Quant à la gauche,
On en pense qu'on veut, de l'union de la gauche. Moi, je vous ai dit sur le fond, les analyses, comment dire, le scepticisme très important que l'on peut avoir à l'endroit de ce mariage de la carpe réformiste et du lapin radical. Mais sur le plan comptable. Mais sur le plan comptable, force est de constater que si ça n'est pas un raz-de-marée dans les intentions de vote, c'est tout de même un score assez confortable, qui équivaut d'ailleurs, par parenthèse, en réalité, il n'y a rien d'original, vous savez, à l'addition des voix que nous observions au soir du 9 juin, c'est-à-dire des élections européennes. En gros, un bloc écologiste à 5-6, des socialistes à 14 et un bloc radical, LFI communiste, à 12, en gros. L'alliance avec LFI et Jean-Luc Mélenchon n'a pas fait fuir les électeurs de Raphaël Glucksmann. Non, et je vais vous dire pourquoi. Alors, c'est un coup de dé, là aussi. Vous savez, il y a le coup de dé d'Emmanuel Macron et il y a le coup de dé de François Hollande. En quoi consiste-t-il ? On le redira toujours, mais sa présence, je vois bien qu'elle crée dans l'écosystème des gauches social-démocrates, elle crée quelque part de l'espérance aussi. Les gens ne sont pas fous, ils savent très bien qu'ils peuvent se faire plumer par Mélenchon et ses sbires islamo-gauchistes, mais quand même, que se disent-ils ? Ils se disent, François Hollande est très madré. C'est un grand stratège mitterrandien, sur le modèle mitterrandien. Et donc le fait qu'il soit là fait déjà, d'ores et déjà, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, contrepoids à l'hégémonisme du mélenchonisme. Donc c'est vrai qu'en dynamique électorale, si on analyse la dynamique, ce qui est l'objet de notre conversation, évidemment que ça peut convaincre des hésitants, vous savez, des swing electors qui se disent « Renaissance ». Parti socialiste, Renaissance, Parti socialiste, ils hésitent. Typiquement, vous voyez des fonctionnaires, des enseignants, des professeurs d'université, plutôt socialistes, mais qui étaient macroniens depuis 2017. Mais ils se disent, au fond, moi je suis rassuré s'il y a François Hollande, pourquoi pas ? Vous voyez ? Et c'est ça qui énerve d'ailleurs profondément la Macronie, et j'ai entendu les éléments de langage. C'est François Hollande qui a sauvé Jean-Luc Mélenchon ? Non, justement, alors là, si vous voulez, c'est une relation dialectique. La présence de François Hollande contribuerait à dédiaboliser le Front populaire. Et que je ne parle pas de mon point de vue personnel, on fait de l'analyse politique. C'est pas mon idée à moi. Contribuerait à dédiaboliser le Front populaire pour des gens qui ont une hésitation et à les convaincre, peut-être se trompe-t-il, mais là on parle des imaginaires politiques, que demain, l'homme fort ne sera pas, contrairement à ce qu'on croit, Jean-Luc Mélenchon et ses amis islamo-gauchistes et indigénistes, mais François Hollande et le pôle réformiste qu'il aurait vocation à conduire. Vous voyez, c'est sur le plan des représentations que ça se joue. Alexis, ce qui sera sans doute décisif, c'est le taux de participation, et en croire toujours cette étude de l'IFOP, les Français ont bien mesuré le caractère décisif de cette décision et comptent se mobiliser dès le 30 juin. Voilà, et donc vous avez deux thèses en présence. Je ne l'étrange pas, ce n'est pas de mon domaine. Vous voyez, nous sommes des commentateurs. Peut-être rappeler les chiffres avant, 64% prévoient de voter le 30 juin, soit une hausse de 16,5%. Bon, c'est considérable. C'est remarquable. C'est considérable. Et donc, il y a deux thèses en présence. On va les présenter sans les départager. Il y a les politologues, les spécialistes de sondage, vous voyez, qui nous disent « ça va mettre du vent dans les voiles de la protestation radicale RN ». Et il y en a d'autres qui disent « non, pas forcément. Justement, cette participation élevée va donner une chance aux challengers et notamment à un certain nombre de formations de gauche ou centristes. » Si les jeunes se mobilisent particulièrement. Voilà. Donc les jeunes, vous savez qu'il y a deux catégories de jeunes. Enfin, il y a trois catégories de jeunes. C'est normal d'ailleurs. Il y a les jeunes RN, il y en a beaucoup. Il y a les jeunes qui sont plutôt des centristes macroniens et qui, c'est vrai, ces dernières années, dans les différentes consultations électorales, étaient plutôt en retrait, sachant qu'effectivement, ce qui était au devant de la scène dans le camp présidentiel, c'était plutôt les retraités, les boomers, etc., etc. Il y a plein de choses, vous voyez, qui ont été congruentes. Et les CSP+. Un électorat aisé, CSP+, de centre-droit, plutôt vieillissant, entre guillemets, c'est de toute proportion gardée, mais de gens de 60 ans, de 65 ans, etc. Pas que en 2017. Non, pas que, mais c'est vrai. Et la jeunesse des quartiers. Alors la jeunesse des quartiers, elle est préemptée aujourd'hui par la France insoumise qui pense en être propriétaire. On va voir. Vous voyez, mais effectivement, l'une des inconnues, puisque cette participation va être élevée, c'est la répartition des suffrages d'une jeunesse au sens large, c'est-à-dire on peut dire les 20-35, voire les 20-40, qui va être plus mobilisée que d'habitude. Vous voyez, plus mobilisé que d'habitude. Alexis, une dernière question vraiment en une minute. Je vous en prie. L'une des conséquences de cette hausse de la participation sera la baisse du seuil de qualification pour le second tour. Est-ce que ça signifie que la question du vote barrage ou du retrait de certaines candidatures au soir du premier tour va se poser un peu partout ? Vous voulez dire se poser avec des gens qui diront non, je ne me retire pas.
On est bien d'accord. Ou décideront de se retirer. Ou décideront de se retirer. Oui, ça va être un paramètre techniquement décisif. Et ce qu'on peut envisager, alors maintenant, c'est pas du tout... ça dit quelque chose de la représentation de la menace aussi politique. Voilà, mais j'imagine que c'était contenu dans votre question. Il y aura des triangulaires, peut-être même des quadrangulaires. C'est-à-dire des... Beaucoup ? Alors là, je veux pas dire n'importe quoi. Je suis sincère avec vous. Voyez, quand on sait pas, on sait pas. Mais effectivement, plus la participation augmente, plus le seuil de qualification baisse, donc plus il y a de chances d'avoir des triangulaires, voire des quadrangulaires. Autrement dit, des zones, des circonscriptions, où il y aurait par exemple 4 candidats qui restent en lice pour le second tour. Donc voyez bien que ça... Ça pourrait favoriser la liste en tête. Et ben voilà. C'est souvent le RN. Merci beaucoup, Enfin, Alexis. c'est souvent. Bon, ne soyez pas trop fataliste, comme dirait Bernard-Henri Lévy. Cette élection, Bernard-Henri Lévy a raison, cette élection n'est pas jouée. Absolument, il faut aller absolument voter. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'actualité juive qu'on peut lire tout au long de ce week-end. Shabbat Shalom et à lundi. À lundi. Shabbat Shalom. Radio J.